Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme Eric a un peu introduit, mon nom c'est Émilie Telmos et je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Mon projet porte sur l'évaluation des risques toxiques reliés à l'agriculture urbaine en région minière, plus particulièrement le cas de la région de Rouyn-Noranda. Et c'est une étude qui s'est déroulée sous la supervision de Michael Rosabal Rodriguez, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, et bien sûr Éric Duchemin. Donc, pour commencer, une petite mise en contexte. La ville de Rouyn-Noranda se trouve dans le nord-ouest du Québec, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On y retrouve la fonderie Horn, qui est active depuis 1927 et qui est une source importante d'émissions atmosphériques pour le cadmium, le plomb, le cuivre, mais surtout l'arsenic, dont les émissions dépassent les normes d'émissions atmosphériques qui ont été établies. Parallèlement, c'est aussi le plus important employeur du nord-ouest du Québec. Toutefois, les émissions de la fonderie suscitent des interrogations sur les risques pour la santé que ceci pourrait engendrer dans la population rouyn-norandienne. Et c'est comme Éric l'a mentionné, ce projet découle donc un peu de ça, d'une initiative citoyenne à la suite d'études qui ont été conduites dans la région sur la contamination métallique locale. Donc, ce qui nous mène à la question de recherche qui est, existe-t-il des risques toxiques relatifs à la consommation d'aliments produits dans les potagers urbains de la région de Rouyn-Noranda? Nous, on s'est intéressé à 3 types d'aliments, donc la carotte, la laitue et la tomate, pour des raisons que leur physiologie sont différentes. La carotte, en fait, est un légume racine, donc pousse dans la terre. La laitue, un légume feuille, a une grande superficie de contact avec l'atmosphère. Et puis la tomate, qui est un légume fruit, qui pousse sur des tiges et puis est produit à partir de fleurs. Donc, les objectifs de la recherche, c'était de comparer la teneur en contaminants métalliques dans les légumes. Ensuite aussi de comparer ces niveaux et les niveaux de contamination dans les sols entre les différents jardins en fonction du positionnement spatial par rapport à la fonderie et des vents dominants. Puis finalement, d'estimer les risques toxiques dus à la consommation des légumes en comparant avec les seuils qui ont été établis. Donc, les hypothèses relatives sont que la laitue serait l'aliment qui présenterait les plus hautes teneurs en métaux à cause que c'est un végétal qui pompe beaucoup d'eau, donc une probabilité de transfert entre le sol et la plante vers les racines plus grande, et aussi de sa grande superficie de contact avec l'atmosphère qui contient les émissions atmosphériques de la fonderie. Ensuite, les sols et les aliments des jardins qui sont plus près de la fonderie seraient plus contaminés et la contamination diminuerait en fonction de la distance. Puis, les potagers situés en direction des vents dominants présenteront des teneurs élevées en métaux, des teneurs plus élevées en métaux. Ensuite, pour ce qui est des risques toxiques, on pense observer une contamination métallique dans les aliments, mais que les niveaux ne seront pas suffisants pour occasionner un risque pour la santé via la consommation. Donc, pour répondre à nos objectifs, on a commencé par la recherche et la sélection des participants à l'étude. Ensuite, les 20 potagers qui ont été sélectionnés ont été échantillonnés au cours des étés 2021 et 2022. Les aliments et les sols ont été ramenés à Montréal, puis les aliments ont été rincés à l'eau courante pour simuler les actions pré-consommation qui sont faites de façon générale. Ensuite, tous les échantillons, incluant les échantillons de sol, ont été lyophilisés, donc évaporés à moins 80 degrés Celsius pendant 72 heures. Puis ensuite, tous les échantillons ont été placés dans un micro-ondes qui est un peu comme un gros estomac qui va venir comme digérer les matrices et donc libérer les métaux qui y sont présents afin que ceux-ci puissent ensuite être dosés à l'aide d'une seconde machine qui s'appelle ICP-MS triple quadrupole. On a dosé 47 métaux différents. Ensuite, on a fait le traitement des données, les analyses statistiques et bien sûr l'évaluation des risques toxiques.
Donc, voilà ici un petit tableau qui représente les vins potagers à l'étude, donc leur localisation, leur distance à la fonderie, leur orientation et les échantillons qui y ont été récoltés. On a aussi récolté des échantillons de choux frisés, de pleurotes et de roquettes, mais malheureusement, ceux-ci n'ont pas été utilisés dans le cadre de cette étude. Simplement pour faire une petite mention rapide, les tableaux, figures et les titres de ceux-ci vont être en anglais puisque en ce moment, nous sommes en train de préparer un article scientifique relatif à l'étude et nous avons utilisé les figures et les tableaux relatifs à ça. Mais si vous voyez bien, dans le coin supérieur droit, il y a le numéro des diapositives. Il va y avoir aussi les numéros des figures et des tableaux. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, à la fin, vous pouvez prendre ça en note et on va y revenir. Donc, pour ce qui est de la première partie des résultats, l'objectif 1, qui était de comparer la teneur en contaminants métalliques dans les différents légumes. On a ici une première figure qui représente les concentrations en milligrammes par kilogramme de poids sec du cuivre, zinc, arsenic, cadmium, plomb, lantane, cérium, praséodyme et néodyme dans les trois aliments d'intérêt. On voit les petites lettres en haut des petites boîtes à moustaches qui représentent les différences, si elles sont significatives ou non. Donc, lorsqu'il y a une différence entre les lettres, il y a une différence significative entre les groupes. S'il n'y a pas de lettres, c'est qu'il n'y a pas de différence. Et s'il y a des lettres différentes, bien sûr, c'est qu'il y a une différence. Donc, on peut voir que pour les métaux plus conventionnels, donc le cuivre, le zinc, l'arsenic, le cadmium et le plomb, de façon générale, la laitue est l'aliment qui avait les teneurs les plus élevées. Pour ce qui concerne les terres rares, donc le lantane, le cérium, le praséodyme et le néodyme, on observe plus que c'est en fait la carotte qui semble avoir les teneurs les plus élevées, suivie de la laitue, puis de la tomate. Toutefois, on pense que ces résultats peuvent être dus au fait que nous, comme je mentionnais plus tôt, les aliments ont été seulement rincés à l'eau courante, donc les carottes n'ont pas été pelées. Il se pourrait donc que ces teneurs plus élevées soient dues à une adhésion à la surface de la carotte. Et à cause que celle-ci est en contact direct avec la terre, elle aurait été c'est plus propice à cette contamination-là. Donc, ensuite, ici, c'est un peu la même figure, sauf pour les éléments essentiels, donc le sodium, magnésium, potassium, calcium, chrome, manganèse, fer, cobalt et molybdène. On voit aussi de façon générale que la laitue semble avoir le plus de ces éléments essentiels aussi. Et pour troisième petite figure, donc qui représente la même chose, mais pour le scandium, vanadium, nickel, strontium, yttrium, antimoine, thallium, uranium et samarium. Voilà, on peut voir ici que de façon générale, c'est la carotte qui semble avoir les plus hautes teneurs, toujours suivie de la laitue et de la tomate. Mais c'est ça, il se pourrait que ce soit dû à la même raison que pour, dans le fond, la première figure, ce qui a été expliqué dans la première figure. Donc ensuite, on a fait une comparaison de ces résultats-là avec les résultats de d'autres études semblables qui ont été effectuées dans des régions minières. Donc, pour commencer ici, on voit nos valeurs, les valeurs de cette étude-ci en vert dans les lignes vertes. Ensuite, il y a aussi une étude qui avait été effectuée dans la région de Rwanda en 1992 par Gagné, qui est représentée par les lignes bleues. Je ne sais pas si on voit bien, ça on voyait mieux peut-être plus tôt. Mais bon, c'est la ligne en haut de la ligne verte là, pour le cadmium. Puis sinon, c'est ça. On observe que de façon générale, nos valeurs sont plus faibles que celles qui ont été répertoriées par ces autres études dans des régions minières. Les exceptions à ça, ils ont été mis, en fait, ils ont été surlignés en turquoise. Donc, on peut voir que dans toutes les valeurs qui sont répertoriées ici, on a seulement 4 valeurs qui sont plus basses que celles qui ont été en fait, dans nos résultats.
Ensuite, on voit la même chose ici, mais pour le plomb et le zinc. Je vous laisse quelques petits instants, mais c'est ça de façon générale. Il y a seulement deux exceptions. Euh, donc voilà. Ici, encore la même chose au niveau du cobalt, du chrome, du fer, manganèse, nickel, samarium et vanadium. Toujours seulement une exception pour le fer dans la tomate. Puis finalement, on passe aux terres rares qui, encore la même chose, la même observation. Nos résultats sont moins élevés que celles d'autres études, à part pour le lantane dans la carotte. Pour ce qui est de l'objectif 2, qui était de comparer la contamination entre les différents jardins en fonction des positionnements spatials relatifs à la fonderie et des vents dominants. Oui, je vais commencer par vous présenter une carte qui représente où sont situés les différents potagers qui ont été utilisés pour l'étude. Donc, on peut voir qu'on a quand même un bon intervalle qui va de 0,5 km jusqu'à 26,3 km. On a 15 potagers à l'ouest de la fonderie et 5 à l'est. On aurait aimé en avoir plus à l'est pour que les résultats gagnent en force, mais malheureusement, c'est ce qu'on a pu avoir. Ensuite, sur la gauche, on peut voir, c'est une rose des vents qui représente les vents enregistrés de 1989 et 2019 dans la région de Rwanda. Chaque petite barre représente une fréquence, en fait, de vent qui a été répertoriée, puis chaque couleur est une force de vent. Donc, on peut voir que, dans le fond, la barre représente la provenance des vents. On peut voir que du côté ouest, il y a plus de... En fait, les barres sont plus longues et plus nombreuses. Là. Donc, le vent vient de l'ouest et va vers l'est. C'est pourquoi, d'ailleurs, on pensait initialement que les potagers à l'est de la fonderie seraient plus contaminés. Donc, pour ce qui est de la différence spatiale, donc la distance de la fonderie, ici, c'est une figure qui représente les concentrations toujours en milligrammes par kilogramme de poids sec dans la laitue et les sols en cuivre, zinc, arsenic, cadmium et plomb en fonction de la distance à la fonderie. Donc, on peut voir que dans la majorité des cas, il y a une relation qui est observée. On voit que les exceptions, c'est le cadmium et le plomb dans la laitue, mais sinon, pour tous les autres cas, une relation est observée. Ensuite, ici, on a fait la même chose pour les terres rares. Par contre, ici, on n'a pas vu de relation entre la concentration dans les aliments, dans la laitue et dans les sols, en fait, et la distance, sauf pour le cérium dans la laitue. Aussi, je ne sais pas si vous avez observé, entre le 8e et le 23e kilomètre, on n'a pas de potager qui a été répertorié. Donc, pour être sûr que les potagers qui sont situés plus loin, donc à plus de 20 kilomètres, ils n'ont pas influencé ces relations-là, la significativité en fait de ces relations-là, on a réexploré ces relations sans les potagers qui étaient situés à plus de 8 kilomètres, dans le fond. Donc ici, on peut voir un petit tableau qui représente dans les paramètres statistiques qui ont été obtenus pour chacun des cas dans la laitue, dans les sols et chacun des métaux. Lorsque le P est plus petit que 0,5, ça veut dire qu'il y a présence d'une relation entre la concentration et la distance dans les matrices, dans ce cas-ci. Donc, on peut voir que dans presque tous les cas, la relation reste significative. Donc, par exemple, pour l'arsenic qui est dans la laitue, qui était déjà significatif, et pour le cuivre dans le sol, même chose. Ensuite, ici, on avait nos deux exceptions, donc le cadmium dans la laitue et le cérium dans le sol, mais ceux-ci, comme on peut voir, même avec les potagers plus éloignés, la relation était déjà pas significative. Puis ensuite, on a observé que le plomb dans la laitue, qui n'était pas significatif avec les potagers plus éloignés, la relation devenait significative entre la concentration et la distance lorsqu'on retirait les potagers éloignés. Donc, il y aurait une relation, dans le fond, entre, c'est ça, la concentration puis la distance
mais près de la fonderie. Ensuite, pour ce qui est de l'orientation des potagers, donc est et ouest, on a séparé, c'est ça, les potagers, c'est ça, est et ouest. Donc, 5 potagers à l'est et 15 potagers à l'ouest. Donc, ici, on peut voir pour la laitue, toujours les mêmes 5 métaux, que la relation reste autant significative à l'est qu'à l'ouest, comme on avait vu précédemment. Dans le fond, le cadmium et le plomb n'étaient déjà pas significatifs lorsque les deux côtés de la fonderie étaient ensemble. Donc, on perd seulement, dans le fond, le zinc à l'est, là, qui devient plus significatif. Mais sinon, au niveau du cuivre et de l'arsenic, autant à l'est qu'à l'ouest, on voit une relation entre la concentration et la distance. Et ensuite, ici, c'est la même chose, mais au niveau des sols, on peut voir encore une fois que la relation reste significative au niveau de l'Est et au niveau de l'Ouest, sauf dans le cas du zinc à l'Est et du plomb à l'Ouest. Euh, ça, en fait, oui, c'est ça, la contamination. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais sur l'axe qui est à la verticale, donc l'axe des Y, les valeurs à l'ouest sont beaucoup plus élevées que les valeurs à est. Donc, l'ouest semble plus contaminé que l'est de cette façon-là. Euh, Ça, c'est un peu contraire à l'hypothèse de base qui était que l'Est serait plus contaminé. Euh, on pense que ce qui pourrait expliquer ces résultats-là, ça serait que une possibilité de source d'émissions fugitives via la fonderie qui serait pas influencée, dans le fond, par les vents dominants. Fait que ça occasionnerait une contamination dans la zone ouest de la fonderie, là, près de la fonderie. Donc ensuite, on a fait la même chose que pour la partie des distances. Là, on a enlevé les potagers plus éloignés pour vérifier si ceux-ci ne pouvaient pas influencer la relation. Donc, on voit que pour la laitue, ici, la laitue, les relations ne sont plus existantes entre la concentration et la distance lorsqu'on retire les potagers qui sont plus éloignés. Puis ensuite, pour les sols, on voit que c'est toujours significatif, même que pour le zinc dans l'est, qui n'était pas significatif, et pour le plomb dans l'ouest, ces relations-là deviennent significatives. Donc ensuite, pour les risques toxiques, ici, je vous présente rapidement les calculs qui ont été utilisés afin d'évaluer les risques. Donc, premier calcul, première formule, c'est le calcul de la dose quotidienne estimée. Donc, pour ce faire, on a utilisé la concentration métallique dans l'aliment, mais on a multiplié par la dose qui est ingérée par jour. On a multiplié ensuite par la fréquence d'exposition, qui est donc le nombre de jours par année. Et ensuite, on a multiplié par le nombre d'années d'exposition. Tout ça, ça a été divisé par le poids corporel moyen. Dans le fond, vu qu'un individu dans sa vie ne pèse pas toujours pareil, on a fait plusieurs catégories. Je vais vous parler de ça dans la prochaine diapositive. Et puis aussi, on a multiplié le poids corporel par le temps moyen pour les substances non cancérogènes, qui est en fait tout simplement le nombre de jours par année multiplié par le nombre d'années, donc le nombre de jours total d'exposition. Ensuite, la deuxième formule qui a été utilisée, c'est le calcul du quotient de risque qui est représenté au point 2. On peut voir que c'est, dans le fond, la dose quotidienne estimée, donc le calcul qui a été fait au point 1, qui est divisé par la dose de référence qui sont fournies, dans le fond, par l'USEPA. Donc, si la dose quotidienne estimée est plus supérieure à la dose de référence, le HQ va donner une valeur plus grande égale ou plus grande que 1. Puis à ce moment-là, il y a lieu de croire qu'il pourrait avoir des risques pour la santé des individus. Donc, voilà nos résultats. Donc, je vous parlais plutôt les différentes catégories relatives au poids. On a fait, pour être certain qu'on faisait bien ça, on a fait hommes, femmes,
enfants 9 à 13 ans, enfants 4 à 8 ans et enfants 1 à 3 ans. Donc, de façon générale, vous pouvez voir qu'on n'a pas de valeur, on n'a aucune valeur qui est égale ou supérieure à 1. Ce qui signifie qu'il y a, il y aurait pas de risque. Il y aurait peu, ben, c'est ça. Il y a pas il y a pas lieu de croire qu'il y aurait des risques relatifs à la consommation de ces aliments-là qui sont produits dans les potagers urbains de la région. On a remarqué des similitudes entre les risques chez les hommes et les femmes au niveau de la consommation de carottes et de tomates, et la même chose chez les enfants de 9 à 13 ans et de 4 à 8 ans. Puis ici, on peut voir, j'ai encerclé, c'est la valeur la plus élevée qu'on a obtenue, donc celle qui se rapproche le plus de 1. Donc, c'est pour le lantane dans la carotte. Toutefois, ben, il n'y a pas il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est en dessous de 1, mais en plus, les valeurs ont été majorées, donc on a vraiment considéré comme si ces aliments-là, la carotte et la tomate, étaient mangés à l'année, comme si vous faites vos conserves. C'est vraiment le pire des scénarios, là. Puis on obtient quand même une valeur en dessous de 1. En plus, l'antenne, la carotte, c'était, comme j'ai mentionné plus tôt, la carotte, ça peut avoir, la lantane est une terre rare, et puis ça peut avoir été influencé par le fait que les carottes n'ont pas été pelées lors de cette étude. Donc voilà, pour la suite de l'évaluation des risques, on veut effectuer une consultation avec des experts afin que ceux-ci puissent venir nous apporter conseils et c'est ça, vérifier un peu ce qu'on a fait pour voir, être certain qu'on a bien fait pour venir solidifier les résultats. Donc, pour terminer, un petit rappel de ce qui a été vu, c'est que de façon générale, la contamination métallique dans les aliments semble suivre le patron suivant, donc la laitue qui est plus contaminée que la carotte, qui est plus contaminée que la tomate. J'ai oublié d'écrire, mais ça, c'est la contamination métallique conventionnelle, des métaux conventionnels. Ensuite, en général, la contamination des métalliques des aliments qui proviennent des potagers urbains de Rouyn-Noranda est plus faible que celle d'autres études semblables qui ont été effectuées dans des régions minières. Ensuite, la contamination métallique semble diminuer en fonction de la distance de la fonderie pour les métaux conventionnels dans les sols, et ce, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Puis finalement, selon les résultats de l'étude de risque, il n'y aurait pas lieu de croire que la consommation d'aliments qui provient des potagers de la région pose un risque pour la santé. Donc voilà, merci de votre attention. Maintenant, on va être prêt à recevoir vos questions. On va faire de notre mieux pour y répondre. Et voilà, merci.